introduction. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Je suis très content d'être aujourd'hui à Marennes pour vous parler du développement cérébral normal et pathologique. Alors, vous avez pu voir que le titre était un petit peu précisé. On est à côté de la mer, on est dans un pays de voyage et donc je vais vous proposer qu'on fasse un voyage dans les plis et replis du cerveau. Vous avez à droite une belle illustration de cerveau avec sa forme typique plissée, et on va voir ce que l'étude de ces plis peut nous renseigner sur le développement normal et pathologique du cerveau. Quand Émilie m'a proposé de venir faire cette conférence en me disant tu parles du développement et d'imagerie, c'était un thème très vaste. Je pourrais rester 3-4 heures, même plus, pour vous parler d'imagerie, vous parler de développement. Donc j'ai dû sélectionner ce que j'allais vous présenter. Et donc je vais me focaliser sur un sujet qui m'est particulièrement cher, qui est l'étude de l'anatomie du cerveau, de la forme du cerveau. J'espère vous embarquer avec moi dans ce voyage et j'ai décidé de vous présenter en fait ces travaux sur le cerveau, une fenêtre sur le cerveau, en suivant un petit peu les questions que je me suis posées. Donc c'est à la fois une présentation scientifique et puis aussi une présentation sur comment on fait de la recherche et comment, un petit peu comme dans un polar, dans un roman policier, à partir des différents éléments qu'on a, on va chercher des nouveaux éléments. Donc je vais vous parler du développement normal. C'est en particulier les travaux que je fais à la Sorbonne, dans le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, qui est un laboratoire qui était le laboratoire où Binet, au début du siècle, a développé les QI qui ont été utilisés par la suite pour orienter les enfants en difficulté. Donc il y a une longue tradition dans ce laboratoire depuis, alors ce n'est pas les mêmes personnes qui sont dans le laboratoire, je vous rassure, depuis un peu plus d'un siècle pour étudier le développement. À l'époque, on n'avait pas les outils d'imagerie qui ont complètement révolutionné le domaine, c'est-à-dire qu'avec l'imagerie, en particulier l'IRM, c'est une méthode non invasive, non douloureuse, qui permet de voir facilement ce qui se passe dans le cerveau et de comprendre comment le cerveau se développe, comment on apprend, comment de l'enfant à l'adolescent à l'adulte, notre intelligence se construit. Donc, je vais vous présenter quelques travaux chez le sujet sain et puis aussi des travaux sur la pathologie, des travaux que je réalise notamment à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui est un hôpital psychiatrique. Et je suis rattaché à une équipe qui s'appelle biomarqueurs en imagerie. Biomarqueurs, ça veut dire c'est des marqueurs biologiques, donc utiliser l'imagerie pour comprendre le développement de pathologies psychiatriques. On va se focaliser sur la schizophrénie aujourd'hui. Donc vous voyez des va-et-vient entre le normal et le pathologique. Ça, c'est une démarche qui est assez classique en recherche. On essaye de comprendre le développement, le fonctionnement normal pour comprendre les déviations dans la pathologie. Et à l'inverse, on étudie la pathologie pour voir les cas extrêmes du fonctionnement ou du dysfonctionnement du cerveau, pour avoir en quelque sorte une loupe qui nous permet de mieux comprendre le fonctionnement normal. Alors pour commencer, je vais vous présenter, donc on a 9 cerveaux qui sont représentés, ça c'est l'intérieur du cerveau, donc vous savez le cerveau, on a 2 hémisphères, là on a retiré un des hémisphères, et vous avez ici donc les cerveaux de 9 sujets sains. Alors si vous regardez rapidement, vous vous rendez compte que ces cerveaux ont vraiment un air de famille, c'est normal, c'est des cerveaux humains, et donc on a la forme assez typique. La partie avant ici, c'est le front, le cortex frontal qui est assez développé. La partie arrière ici, c'est des régions impliquées dans la perception visuelle. Et puis on a cette forme voilà, de cerveau qui est assez typique. Si on regarde un petit peu en détail, on se rend compte que même s'il y a un air de famille, il y a des détails qui diffèrent. Par exemple, si on regarde ces plissements, j'ai en parlé beaucoup aujourd'hui des plissements, qui sont en bleu ici, et bien ce plissement ici, là, vous voyez, il a un morceau, puis il y a un deuxième plissement. Chez ce sujet, par exemple ici, on n'a qu'un seul plissement. On n'a pas le petit plissement ici en double. Ce sujet ne l'a pas. Ce sujet a un plissement qui est continu. Ce sujet, là, par exemple, a un plissement qui est complètement discontinu. Et donc, moi, la question que je me pose depuis que je fais de la recherche, ça fait presque 20 ans maintenant que je m'intéresse à ces questions de neurosciences, c'est de savoir est-ce que le fait d'avoir un cerveau avec une forme différente va avoir un impact sur la manière dont le cerveau fonctionne. Dit autrement, vous savez tous qu'on a des différences entre nous très importantes.
Certaines personnes ont des facilités pour apprendre, d'autres moins. Certaines personnes ont une capacité de réflexion formelle qui est facile, pour d'autres c'est plus difficile. Certaines personnes ont un décodage pour la lecture qui est très rapide, d'autres moins. Parmi les patients, certains patients sont déprimés, d'autres ne le sont pas. On a vraiment une très grande variabilité, c'est la variabilité humaine. On est tous différents, on est tous pareils, on a tous, si on prend par exemple le visage, une tête avec 2 yeux, un nez et une bouche, mais si on regarde les visages, il y a quand même des petites différences qui fait qu'on est tous uniques. Et donc moi, la question que je me pose depuis presque 20 ans maintenant, c'est qu'est-ce qui est à l'origine de cette variabilité dans les comportements, dans notre manière de fonctionner, et est-ce qu'il y a un lien entre les variabilités du cerveau et les variabilités de nos comportements? Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres facteurs. On sait que l'environnement, les facteurs socio-économiques, l'alimentation, les interactions interpersonnelles jouent un rôle très important sur la manière dont on fonctionne. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est en quoi la manière dont le cerveau est structuré, sa forme, son anatomie, explique une partie de nos différences. Alors, au début de l'histoire, il y a donc ces plissements. Et d'où viennent ces plissements? Quand on s'intéresse à la forme du cerveau, il faut remonter. Ça, c'est la démarche qu'on suit quand on s'intéresse au développement, c'est connaître le développement. Et donc, un point qui est important, c'est que ces sillons, si le film marche, c'est magnifique, ces sillons se mettent en place durant la vie fœtale. Vous voyez, au début, ça c'est issu de données réelles qu'on avait acquis pendant ma thèse, il y a quelques années maintenant, où on peut voir comment le cerveau qui est initialement lisse va, durant la vie fœtale, prendre sa forme typique de cerveau humain extrêmement plissé. Donc vous voyez que la taille du cerveau, à partir du 2e trimestre de grossesse, varie très peu. En revanche, ce qui va varier énormément durant cette période de la vie, c'est les plissements. La forme du cerveau va varier énormément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sillons, les plissements du cerveau sont déterminés durant la vie fœtale. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est typiquement humain? Non. On retrouve des cerveaux plissés à partir du moment où on a un grand cerveau. Typiquement, dès qu'on a un grand cerveau, dès que le cerveau est grand, dès que l'individu est grand, que ce soit des grands singes, que ce soit des baleines, ou que ce soit même des gros chiens, des vaches, enfin, des animaux qui sont grands ont des gros cerveaux, et quand on a un gros cerveau, notre cerveau se plisse pour pouvoir rentrer plus facilement dans la boîte crânienne. Est-ce qu'il y a une particularité au cerveau humain? Oui. Vous avez ici, il y a quelques graphes, alors j'ai essayé de vous les présenter. Ici, c'est un graphe qui vous montre le lien entre le volume du cerveau et à quel point le cerveau est plissé. Ce que l'on voit, c'est que plus le cerveau est gros, plus les cerveaux sont plissés. C'est-à-dire que si on a un petit animal avec un petit cerveau, il sera un petit peu plissé. Un gros animal avec un gros cerveau, il sera très plissé. C'est une relation simple. L'humain, il a une particularité, c'est qu'il est en dehors de cette règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un cerveau qui est plus plissé que ce que nous dicterait uniquement la relation autour du volume du cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau est très plissé, mais pas uniquement parce qu'on est grand et qu'on a un gros cerveau, il est plissé plus que ce qu'on devrait, et on va voir que ce plissement, c'est pas une question uniquement de packaging, c'est pas uniquement une manière pour la nature de faire rentrer dans la boîte crânienne une grande quantité de neurones, de cellules du cerveau. On va voir par la suite que le plissement du cortex, le plissement du cerveau joue un rôle très important. Alors comment on sait que le cerveau, c'est pas uniquement une question de packaging? Il y a des vieilles études, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ont été faites chez l'animal, où on a retiré une partie du crâne durant la vie fœtale et on a regardé comment le cerveau continue à se développer. Et ce qui a été observé, c'est que avec ou sans crâne, le cerveau continue à se développer, à se plisser. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le crâne est rigide que le cerveau se plisse. Il y a des forces qui vont conduire au plissement du cerveau, mais ces forces, elles sont dans le cerveau, pas à l'extérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Alors, un des mécanismes qui est important, c'est ce qui se passe au niveau de la matière blanche. Un tout petit peu d'anatomie, vous savez que le cerveau, il y a 2 grandes parties dans le cerveau. Il y a la partie extérieure, qu'on appelle l'écorce ou le cortex en latin. C'est la matière grise. Donc, dans la cellule, c'est le cœur, le corps de la cellule. Et puis, les cellules nerveuses ont la particularité d'avoir des grandes ramifications qui permettent de communiquer entre elles.
qu'on appelle la matière blanche. Blanche pourquoi? Parce qu'il y a une molécule qui s'appelle la myéline qui entoure cette fibre. Et cette myéline, elle permet à l'information de se propager plus vite. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a un lien entre ces fibres de matière blanche et le plissement. Vous avez par exemple, si on reprend la face interne du cerveau, on a deux types de plissement pour cette face interne. Ici, on a un plissement simple, ici, un plissement double avec le plissillon supplémentaire que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que chez des sujets qui n'ont pas de fibres de matière blanche qui relient les deux hémisphères ne sont pas indépendants dans le cerveau, les deux hémisphères sont reliés par des grands faisceaux de matière blanche qui permettent aux deux parties du cerveau de communiquer entre elles. Si on n'a pas ces faisceaux, c'est certaines anomalies, ça s'appelle une agénésie du corps calleux. Le corps calleux, c'est ce grand faisceau qui relie les deux hémisphères. Et bien, si on n'a pas ces faisceaux de matière blanche, vous voyez que la forme des plissements est très différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plissements du cerveau, c'est en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg. Et ce qui est important, c'est ce qui se passe en dessous, c'est comment les différentes parties du cerveau vont pouvoir communiquer entre elles. Donc, quand on regarde ces plissements du cerveau, ce que l'on regarde en fait, c'est un reflet de comment le cerveau en dessous va fonctionner et va communiquer, comment les différentes parties du cerveau vont pouvoir communiquer entre elles. C'est une théorie qui avait été proposée il y a à peu près 20 ans par un chercheur américain qui s'appelle Van Essen, qui proposait qu'en fait, si le cerveau se plissait, c'est parce qu'il y avait des tensions mécaniques. Ces fibres de matière blanche, en fait, tiraient le cortex et permettaient au cortex d'être plissé. Alors, on sait que maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a quand même cette idée, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, on a des petits bâtons avec des élastiques, et quand on appuie dessus, c'est des jeux pour enfants, ça, quand on appuie dessus, ça change de forme et ça revient à la forme initiale. C'est un petit peu ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire que les fibres, c'est pas aussi rigide que ces bouts de bois, mais la position de ces petits bouts de bois va expliquer la forme générale de la structure. Dans le cerveau, c'est un peu la même chose. Les fibres de matière blanche, leur organisation va imposer la forme au cerveau. Donc, regardez la forme du cerveau, ça nous informe sur comment le cerveau peut fonctionner. Alors, je vous ai dit que ces plissements, ils apparaissaient durant la vie fœtale. Ce que l'on sait, c'est que après la naissance, ces plissements, ils ne bougent plus. Là, vous avez par exemple un sujet qui était mis dans l'IRM à différents âges, à 10 ans, 13 ans, 14 ans et 16 ans. Et quand on regarde son cerveau, bien, on voit que ces plissements ne bougent pas du tout. C'est un peu comme des empreintes digitales. On les a à la naissance et ensuite, ça ne bouge pas. Si on a un double plissement, le double plissement, il est là à 11 ans, 17 ans, 19 ans, 22 ans. Et ce qu'on avait montré, c'est que pendant le développement, ces plissements ne bougent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on observe chez un adulte, chez deux adultes, des différences entre les plissements, ces différences entre les plissements, ils étaient là à la naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces différences entre deux plissements, ça renvoie à des différences qui ont eu lieu durant la vie fœtale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que uniquement en regardant ces plissements, en comparant l'effet de ces plissements entre des personnes qui ont des plissements différents, ça nous permet d'étudier les effets à long terme de la vie fœtale. Donc c'est un moyen très simple, même si c'est un petit peu technique pour avoir ces images, c'est un moyen très simple pour étudier l'effet à long terme du développement fœtal. Ça va? Vous me suivez? C'est bon? Ouais. Alors, une preuve indirecte qui montre que le plissement du cerveau, ça a à voir avec la vie fœtale, c'est une étude, par exemple celle-ci, qui montre que lorsque l'on est exposé durant la vie fœtale à de l'alcool, c'est par exemple le syndrome d'alcoolisation fœtale, plus la quantité d'alcool consommée par la mère est importante, vous voyez ici, moins le cerveau va être plissé. Donc vous voyez ici par exemple un cerveau très plissé, un cerveau moins plissé. Ça veut dire que plus l'environnement fœtal est de mauvaise qualité, donc ici de mauvaise qualité parce qu'il y a une exposition très importante à de l'alcool, eh bien ça va se traduire au niveau des plissements. Donc c'est une manière de voir ça que quand on regarde les plissements du cerveau, ça nous donne des informations sur la vie fœtale et sur les étapes très précoces du développement. Alors bien sûr, le développement, il ne s'arrête pas à la naissance. Je vais me focaliser aujourd'hui sur ces aspects-là, mais il y a quand même d'autres choses qui se passent après la naissance. Un des principes, un des mécanismes les plus importants, c'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Vous savez que votre cerveau, il évolue tout le temps, c'est pas comme un ordinateur où les circuits imprimés sont imprimés une fois pour toutes. Dans le cerveau, le hardware,
change tout le temps en fonction de l'environnement, des apprentissages, du développement. Et un des mécanismes qui est très important, c'est, je vous ai dit tout à l'heure que les cellules nerveuses dans le cerveau, c'était les neurones. Ces neurones ont des prolongements, et ces prolongements vont se connecter les uns avec les autres pour faire des réseaux de neurones. Alors comment ça se passe, cette connexion? Eh bien, à la naissance, vous avez quelques neurones qui sont comme ça assez indépendamment les uns les autres. Pendant l'enfance, vous allez avoir plein de connexions qui vont se faire entre les neurones. C'est un petit peu comme quand vous êtes nouveau dans un groupe. Rappelez-vous quand vous étiez à l'école, vous arrivez dans un groupe, vous connaissez personne, donc au début vous regardez les gens, c'est un petit peu les neurones là, ils sont un petit peu isolés. Ensuite, tout le monde va parler avec tout le monde pour essayer de faire connaissance. Et puis, il y a des affinités qui vont apparaître, un petit peu comme les neurones, des affinités apparaissent. Et au bout d'un moment, il y a des petits groupes qui vont se former. C'est-à-dire que certaines personnes ont des affinités en commun et donc vont discuter beaucoup. Et d'autres groupes vont trouver d'autres affinités, d'autres personnes vont parler ensemble. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe dans le cerveau. Au début, on a des neurones un peu isolés. Il va y avoir plein de connexions qui vont se faire. Et au bout d'un moment, seules les connexions, donc les communications qui sont utiles, vont être conservées. Ce qu'on appelle l'élagage, comme pour un arbre, synaptique. Synapse, c'est le lieu de contact entre les neurones. Et donc, seules les synapses vont continuer à être connectées. Par exemple, à l'adolescence, c'est la partie avant du cerveau qui se développe beaucoup. On a à peu près 40% des synapses qui sont détruites pour pouvoir conserver uniquement les réseaux de neurones qui sont efficaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant cette période où le cerveau se fabrique, ce qui va être consolidé, c'est les réseaux qui fonctionnent. Donc si l'enfant est dans un environnement qui est positif, il va mettre en place des réseaux qui permettent ce fonctionnement positif. S'il y a de la maltraitance, des traumas, eh bien, le cerveau va s'adapter à cet environnement, mais il va sélectionner également une manière de fonctionner en rapport à cet environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe pendant l'enfance et l'adolescence est très important, et ça explique aussi, par exemple, pourquoi, lorsqu'on consomme du cannabis durant l'enfance ou l'adolescence, les effets sont très différents de ceux qu'on observe à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que pendant l'adolescence, la consommation de toxiques, de manière générale, l'alcool, le cannabis, ne va pas uniquement altérer le fonctionnement du cerveau à un moment donné, il va modifier la trajectoire, le développement du cerveau, qui fait qu'il y aura ensuite des effets à long terme qui vont persister. Alors, ça ne veut pas dire que le cerveau après n'est plus plastique et qu'on ne pourra pas avoir des mécanismes de compensation, mais le cerveau de l'enfant et l'adolescent est très sensible à l'environnement, qu'il soit positif ou négatif, et donc il faut bien avoir ça en tête. Alors juste, j'étais 2 diapos, je voulais vous parler du développement un peu tardif pour revenir après au développement un peu plus précoce. Le cerveau, il ne va pas se développer de la même manière dans toutes les régions. Le cerveau, il est organisé en différentes manières fonctionnelles. Vous avez par exemple l'avant du cerveau, c'est impliqué dans tout ce qui est dans le contrôle, contrôle de soi, contrôle moteur, contrôle des émotions. Et la partie arrière, c'est plus la perception visuelle. Puis on a comme ça le cerveau qui est organisé en différentes régions. On a notamment donc la partie avant qui est le contrôle et les parties ici très enfouies qui sont les parties plus émotionnelles. Et ce que l'on sait, c'est que ces différentes régions, elles ne maturent pas, elles ne se développent pas en même temps. Et ça explique une des particularités de l'adolescence qui est une période de la vie durant laquelle on va prendre beaucoup de risques. On aime prendre des risques. Si vous avez des ados autour de vous, vous savez que les adolescents font des choses qu'on n'oserait plus faire. Alors c'est bien, ça permet d'explorer le monde, c'est une période de la vie normalement qui permet d'explorer le monde, mais des fois ça peut être des comportements à risque qui peuvent avoir des effets délétères. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Qu'est-ce qui explique cette situation-là? Eh bien, ce que l'on sait maintenant, c'est que les régions de contrôle préfrontales se développent plus tardivement que les régions émotionnelles, les régions limbiques. Et ce décalage de maturation explique cette prise de risque. Alors, pour illustrer avec des voitures, imaginez que pendant l'enfance, vous avez un système de contrôle, un système émotionnel qui n'est pas très mature, qui ne fonctionne pas très bien. C'est un peu une vieille voiture, une 2 chevaux. Elle ne va pas très vite, pas très bonne accélération, un système de freinage pas très bon, mais ce n'est pas grave. À l'âge adulte, vous avez un super cerveau qui fonctionne très bien, Formule 1, très bonne accélération, très bon système de freinage. À l'adolescence, le problème, c'est que vous allez avoir un moteur de Formule 1 avec un système de freinage de 2 chevaux. Et donc, ça fait un système qui est difficile à contrôler. Et donc, si les adolescents ont du mal à contrôler leurs émotions,
c'est tout à fait physiologique et ça s'explique par ces aspects cérébraux. Alors, on va revenir maintenant sur les plis et replis. On va voir quelques résultats de recherche dans la schizophrénie obtenus à partir de l'étude de ces plis et replis et qui nous donnent un éclairage sur le fonctionnement du cerveau et également des informations sur la pathologie. Alors, la schizophrénie, c'est quoi? C'est une maladie qui est présente à peu près partout dans le monde. Elle touche à peu près 1% de la population, indépendamment de l'environnement. Donc, l'environnement joue un rôle dans le début de la maladie, mais il y a des facteurs génétiques très importants dans cette maladie, héritabilité d'à peu près 80%, c'est-à-dire qu'il y a quand même 20% qui sont dus à l'environnement, mais ça veut dire que c'est une maladie voilà, qui est indépendante des différents milieux. Il y a des environnements plus ou moins à risque pour le développement de la maladie, mais en gros, c'est une maladie qu'on retrouve d'à peu près 1% de la population. C'est une maladie qui commence à la fin de l'adolescence. Typiquement, on va voir que c'est une maladie qui a à voir avec le développement de la région avant du cerveau, entre 16 et 25 ans. Les symptômes, ce n'est pas la double personnalité comme on voit souvent dans les films. Hein. La schizophrénie, c'est en gros des symptômes positifs, ce que les patients ont en plus des sujets sains. Ils entendent des hallucinations qui n'existent pas, ils voient des hallucinations qui n'existent pas, ils pensent, quand ils délirent, des choses qui ne sont pas la réalité, ou à l'inverse, des symptômes négatifs, c'est-à-dire un fonctionnement qui est moins bien. Par exemple, un émoussement émotionnel, affectif, un ralentissement moteur, qui a un impact négatif, bien sûr, sur les relations sociales, professionnelles. Et on considère maintenant que la schizophrénie, c'est une maladie qui commence bien avant les premiers troubles. C'est une maladie qui est associée au développement du cerveau et les étapes vraiment très précoces du développement du cerveau. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on sait que la maladie, elle développe souvent vers 16 à 20 ans, mais les mécanismes qui sont impliqués commencent bien avant. Ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est le modèle neurodéveloppemental de la schizophrénie, postule le fait que lorsque le cerveau se fabrique durant la vie fétale, on va avoir certains facteurs génétiques, certains facteurs environnementaux, par exemple des infections, des anomalies du placenta, qui vont conférer une vulnérabilité au cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau, la personne ne va pas forcément développer la maladie, mais son cerveau est vulnérable à des événements qui vont avoir lieu à l'adolescence, qui est une autre période très importante du développement du cerveau. Le cerveau va être en situation d'instabilité, de changement. Je vous ai montré tout à l'heure, j'illustrais ça avec les voitures. Période d'instabilité où des gènes qui s'expriment plus tardivement, ou des facteurs environnementaux plus tardifs, par exemple un stress important ou certains toxiques comme le cannabis, vont interagir avec cette vulnérabilité. Et chez certaines personnes, cette vulnérabilité, quand elle rencontre ces facteurs de risque, vont développer une schizophrénie. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir différents facteurs de risque sans que la maladie se développe, mais les risques sont augmentés. Donc, cette partie très précoce du développement, la partie fétale, je vous ai dit, c'est cette partie qui permet qui joue un rôle sur la vulnérabilité à développer la maladie. Et je vous ai dit tout à l'heure, durant la vie fétale, un des changements le plus importants qu'on observe, c'est des changements au niveau de la forme, au niveau des plissements. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que quand on étudie les plissements du cerveau chez les patients qui souffrent de schizophrénie, on va pouvoir mieux comprendre ces étapes très précoces de la formation du cerveau et de la maladie. Alors, s'intéresser au plissement du cortex dans la schizophrénie, ce n'est pas une idée récente. Il y a des travaux au début du XXe siècle, Southard, qui était un psychiatre à Harvard, qui avait pris des photos de cerveau post-mortem de patients. On n'appelait pas ça une schizophrénie à l'époque, on appelait ça démence précoce, parce que ça ressemble à de la démence, comme on a pu voir ce matin, mais ça apparaît beaucoup plus précocement. Et en regardant les photos, il s'était dit, j'ai l'impression que la forme des plis, elle n'est pas exactement pareille que celle que j'observe sur des cerveaux de sujets sains. Alors, effectivement, il avait raison, on va voir qu'avec les outils qu'on a actuellement, on peut identifier des particularités dans la manière dont le cerveau est plissé. On va prendre un exemple. La schizophrénie, c'est une maladie très complexe. On va s'intéresser à un des symptômes, c'est les hallucinations, le fait d'entendre des voix qui n'existent pas. Et ces hallucinations, elles ont plusieurs particularités. Ces hallucinations, ça peut être soit du langage, quelqu'un qui vous parle dans votre tête, soit des bruits, un klaxon, un bruit d'oiseau, souvent c'est des bruits pas très agréables, des cris par exemple. Donc, est-ce que c'est du langage ou pas? Est-ce que c'est localisé dans la tête du patient ou à l'extérieur? Et est-ce que le patient pense que ça vient de lui, que c'est sa maladie? Ou est-ce qu'il se dit, dans un mécanisme un peu délirant,
c'est les services secrets, c'est la CIA qui a mis un micro dans ma tête pour entendre mes pensées parce qu'ils veulent me voler mes pensées, par exemple. Donc ça, c'est que 3 grandes dimensions de ces hallucinations. Et ce qu'on a voulu voir, c'était à quel point ces différents aspects d'hallucination étaient déterminés en partie par le développement précoce et à quel point les plissements du cerveau pouvaient nous renseigner là-dessus. Alors ça, c'est une première étude, on avait fait en 2008, où on avait étudié 30 patients schizophrènes qui avaient des hallucinations auditives, qu'on avait comparé avec des sujets sains. On avait regardé tous leurs sillons, et on avait observé que certains sillons avaient une anatomie un peu particulière, c'est ceux qui sont indiqués en rouge. Et ces régions qui sont concernées, en fait, c'est pas n'importe quelle région. Déjà, vous allez voir, ça s'entoure autour de cette partie-là du cerveau. Et c'est des régions qui sont impliquées dans le langage. Ça, c'est une étude qui montre les résultats de différentes études, qui montrent que ces régions ici, c'est des régions qui sont impliquées dans la production du langage, le fait de dire du discours, dans la perception du langage ou dans la compréhension du langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les patients schizophrènes qui ont des hallucinations ont une anatomie déviantes, altérées dans des régions qui sont impliquées dans le langage. Et ces déviations, elles viennent très précocement dans la construction du cerveau. Alors ça, c'est d'autres résultats un peu plus récents qui permettent de comprendre ce qui se passe, en fait. Donc vous avez vu, ces sillons, ils s'entourent ici au niveau de cette partie-là du cerveau. En fait, sous ces sillons, il y a un faisceau de matière blanche, ça s'appelle le faisceau arqué. C'est un faisceau qui communique l'information entre toutes les régions du langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, je suis en train de parler, j'ai ma région de Broca à l'avant qui produit du langage, j'ai ma région arrière ici, Wernicke, qui entend du langage, et Broca va envoyer un message à Wernicke pour dire attention, ce que tu vas entendre, là, ça vient de toi, donc là, je parle, j'entends ce que je dis, mais je sais que ça vient de moi. Vous m'entendez parler, comme ce n'est pas vous qui avez produit le langage, vous arrivez à vous dire, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Donc c'est un mécanisme très important, et ce faisceau-là, il joue un rôle très important dans le langage. Et ce qui a été montré, c'est que chez les patients qui ont des hallucinations, ce faisceau-là, son anatomie, elle est altérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information, elle ne circule pas très bien. C'est illustré sur cette étude, là où, en imagerie, on a pu regarder comment les différentes régions communiquaient entre elles. Donc on a regardé cette région de Broca, production du langage, les régions de Wernicke ici, et on a demandé au sujet de faire une tâche de langage. Et on a regardé comment ces différentes régions communiquaient entre elles. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Plus c'est épais, plus il y a de l'information qui circule. Quand c'est fin, il y a peu d'informations qui circulent. Chez le sujet sain, je fais une tâche de langage, je parle, mes régions de Broca et Wernicke parlent ensemble pour dire attention, ça vient de toi, c'est du langage que tu as autogénéré. Chez le patient schizophrène, vous voyez la connexion est très mauvaise, le transfert d'information est très mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient schizophrène qui pense dans sa tête, on pense tous dans notre tête, on se parle à nous-mêmes, eh bien, quand on se parle à nous-mêmes, chez les patients qui ont des hallucinations, on n'a pas ce mécanisme qui va dire « ça appartient à toi ». Donc le patient réfléchit, pense, rêve, fantasme, mais il n'est pas capable d'attribuer ça à lui, donc il va dire que c'est des voix qui viennent de l'extérieur. Donc c'est un des mécanismes, et ce mécanisme, il s'ancre en particulier dans le développement très précoce du cerveau. Un autre exemple, c'est qui me parle. Les patients qui attribuent, j'ai dit tout à l'heure, des hallucinations à eux ou autrui, on a essayé de savoir si les patients qui attribuaient à eux ou à autrui avaient des différences au niveau de l'anatomie de leur cerveau. On a regardé, on avait une hypothèse, on savait que dans cette région-là du cerveau, il se passait vraisemblablement quelque chose. C'est une région qui est très impliquée dans l'attribution des idées. Donc on a regardé cette région-là. Et ce qu'on a observé, c'est que chez les sujets sains, on a très souvent le type 1. Donc on a des motifs comme ça. Donc on a ces 3 sillons, je ne vais pas vous détailler, mais on a une organisation spatiale de ces plissements comme ça. On a le vert qui est au milieu du rouge et du bleu. Ça, c'est le type standard qu'on a dans 80% des cas. Chez les patients qui attribuent les hallucinations à eux-mêmes, on a toujours ce type 1 qui est très représenté. À peu près 80% des sujets ont ce type 1. En revanche, chez les patients qui attribuent à autrui, qui pensent que la CIA a mis un micro dans leur tête, que ça ne vient pas d'eux, ces hallucinations, eh bien on a beaucoup moins de ce type 1, et à la place, on a le type 4. Le type 4, c'est le plissement vert là, qui est dans la continuité du plissement bleu. Ça veut dire que cette région-là, elle est quasiment inexistante, et c'est précisément une région qui est très impliquée dans l'attribution des pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une différence aussi subtile que l'attribution des hallucinations, eh bien, elle est associée en partie, je dis en partie parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle, là c'est des résultats au niveau du groupe statistique, c'est attribuable en partie à
des différences qui se mettent en place très tôt dans le développement du cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de si on va avoir un type 1 ou un type 4, ça ne veut pas dire qu'on va devenir schizophrène avec des hallucinations, mais ça veut dire que si on a des hallucinations, on devient schizophrène. Si on a des hallucinations, eh bien, on aura plus tendance à avoir des hallucinations qu'on attribuera à autrui dans un cas, ou à quelqu'un d'autre, ou à soi dans un autre cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des aspects aussi subtils de la cognition, aussi intimes, à avoir avec l'architecture, c'est le hardware, hein, enfin des aspects vraiment très anatomiques du cerveau, et en plus à avoir avec des mécanismes qui ont lieu très tôt durant le développement. Je ne sais pas combien de temps il me reste, hein, ça 2 heures de départ. 2 minutes? Ah non, c'est une question, d'accord. Est-ce qu'il y aurait des hérédités en matière de pli Alors, il y a une hérédité, mais qui n'est pas parfaite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on regarde des jumeaux monozygotes, qui n'ont même pas de patrimoine génétique, ils ont souvent des motifs, des plissements plus similaires que ce qu'on observe en situation normale. Mais ce n'est pas parfait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une partie génétique, mais pas que. Et c'est le mais pas que qui est intéressant. Est-ce que le mais pas que, c'est l'environnement fœtal ou est-ce que c'est l'environnement ultérieur? Ça, c'est un point important. Donc, un petit peu, mais pas que. Alors, ce matin, pour ceux qui étaient là, on a parlé d'hallucinations visuelles dans les démences à corps de Lewy. On a des hallucinations visuelles aussi dans la schizophrénie. Et ce qu'on a observé, c'est que les patients qui ont des hallucinations visuelles, eh bien, ils ont un cerveau qui est moins plissé que les patients qui ont uniquement des hallucinations auditives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait, dans la schizophrénie, d'avoir des hallucinations visuelles, ça renvoie à des anomalies du développement, alors que dans les démences à corps de Lewy, ce que l'on sait, c'est que la présence d'hallucinations visuelles, ça traduit des anomalies de dégénération de démence. Donc on voit que les hallucinations visuelles, en fonction de la maladie, ça va traduire soit des anomalies du développement du cerveau, soit des anomalies du vieillissement du cerveau. Alors on va passer au sujet simple. On a vu des exemples en psychiatrie. Moi j'ai fait à peu près 15 ans de recherche en psychiatrie. Et la question que je me suis posée ensuite est de me dire, bon d'accord, ce que l'on voit, c'est que les différences dans les tableaux cliniques, les différences dans la symptomatologie renvoient est souvent associé à des différences autour des plissements de l'anatomie du cerveau, des plissements du cerveau, qui sont des marqueurs du développement précoce. Est-ce que par hasard, les différences qu'on observe chez les sujets sains, des différences interindividuelles, on a chacun nos forces et nos faiblesses cognitives, est-ce que ces différences-là, elles se traduisent aussi, elles renvoient à des différences de maturation du cerveau? Alors, je vais vous montrer quelques exemples dans un domaine particulier qui s'appelle la résistance cognitive. La résistance cognitive, c'est la capacité de se contrôler, donc soit contrôler au niveau moteur, soit de se contrôler au niveau de ses idées. Je vais vous montrer quelques exemples tout de suite. Alors, un film, si ça marche, vous allez voir ce que c'est que le contrôle cognitif chez les jeunes enfants. Ça va vous évoquer les choses, je pense. Ça marche. Alors, il n'y a pas de son. Ça marche ou pas? Alors c'est en anglais, mais je vais vous le traduire. Bon. Donc là, la tâche, on demande aux enfants, on va leur dire, voilà, je te donne un chamallow, tu ne le manges pas pendant 5 minutes. Si tu arrives à ne pas le manger, à te contrôler, à résister pendant 5 minutes, à la fin, tu en auras 2. Donc prends sur toi, concentre-toi, contrôle-toi, et tu en auras 2. Donc là, c'est ce que dit l'expérimentatrice. Et donc le petit garçon, c'est un frère et une sœur. Le garçon est un peu plus vieux. Vous allez voir qu'il y a un effet de genre, mais c'est parce que le petit garçon est un peu plus vieux. Et donc chacun va avoir une stratégie particulière pour résister à la tentation, pour se contrôler. Donc là, c'est la stratégie, ça n'existe pas, je ne regarde pas. Là, c'est notre stratégie qui, vous allez voir, fonctionne un peu moins bien. Alors là, la petite fille, elle a du mal. Ah, ça y est, elle a tenu 20 secondes. Alors le petit frère, le grand frère, bon, va lui faire une petite leçon de morale en lui disant, mais si tu ne manges pas, tu en auras 2 après. Mais il faut que tu t'attendes, sinon tu n'en auras pas un deuxième. Et là, elle dit, ah, bah, toi, tu n'en auras pas parce que tu l'as déjà mangé.
Bon, elle se sent un peu coupable, mais bon, elle n'a pas réussi. Et lui, bon, il joue le grand frère, très fier. Regarde-moi, j'arrive à me contrôler. Alors, ça, c'est une autre stratégie. On voit, c'est difficile, hein. C'est très difficile. Là, c'est une autre stratégie. Voilà. Bon, ça, c'est la stratégie souvent qui ne marche pas. Dès qu'on commence à le toucher, là, c'est souvent mal parti. Alors, pourquoi je vous ai montré ce film? Parce que c'est une étude qui a été réalisée dans les années 70, très connue en psychologie du développement, qui a montré pour la première fois que l'enfant avait des capacités de contrôle. Même si ça peut paraître surprenant, l'enfant a des capacités de contrôle. Il y a à peu près 30 à 40% des enfants qui arrivent à tenir 7 minutes la durée de la tâche sans manger le chamallow. Ça veut dire que les enfants, même très jeunes, à partir de 3 ans, arrivent à faire cette tâche. Ça veut dire qu'ils arrivent à se contrôler, à réfréner leurs impulsions et à planifier et anticiper l'avenir pour pouvoir se contrôler dans le présent. Alors, certains n'y arrivent pas. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est souvent, il y a un effet d'âge, c'est-à-dire quand on est petit, on a du mal, et puis plus on grandit, plus on arrive à se contrôler. Alors, ce qui a été montré, c'est que si on suit des enfants à 5-6 ans, qu'on évalue ce test du chamallow, donc ses capacités de contrôle, et qu'on les suit jusqu'à l'âge adulte, et bien ce que l'on voit, c'est que ces capacités de contrôle, mieux que le QI, prédisent la réussite académique et la réussite professionnelle. Alors, il y a d'autres facteurs, mais c'est associé. Pourquoi? On le comprend aisément. Si vous avez vos copains qui disent « Ah, ce soir on va au cinéma, on t'a un contrôle demain, mais c'est pas grave, viens avec nous », être capable de résister à l'envie de sortir, c'est à peu près la même chose qu'être capable de ne pas manger le chamallow. C'est se dire, soit je profite maintenant de quelque chose d'agréable, mais la conséquence sera délétère. Ça marche pour le chamallow, ça marche pour la sortie, ça marche pour l'alcool, ça marche pour la drogue, et ça marche de manière générale dans la vie professionnelle quand on sait que des fois, il faut prendre sur soi pour atteindre quelque chose de mieux, donc se contrôler. Alors, ce contrôle cognitif, cette résistance cognitive, elle est impliquée dans de nombreux domaines. Prendre l'attention, planifier, réguler ses émotions, être capable de se contrôler physiquement. Vous savez, quand vous avez des enfants en école maternelle, que le contrôle moteur, c'est pas complètement ça. Leur demander de rester assis pendant 1 heure, c'est souvent plus compliqué en maternelle qu'en école primaire, parce que leur capacité de contrôle, justement, n'est pas encore mature. Et donc, ces capacités de contrôle, ça joue un rôle très important. Et donc, là, quelques exemples, ça c'est ce qu'on a fait au laboratoire, qui montrent que cette capacité de résistance cognitive, de contrôle cognitif, est très importante dans les apprentissages. Pourquoi? Parce que, pour le dire un petit peu vite, dans les apprentissages, on a 2 modes d'apprentissage. Un premier mode, c'est les automatismes. On entraîne les automatismes. Par exemple, à compter, on va entraîner en disant, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va apprendre à compter, on va prendre les tables. Donc ça, c'est une partie de l'apprentissage. Et une autre partie de l'apprentissage, c'est être capable d'identifier les situations où ce qu'on a appris est applicable et les situations dans lesquelles ce n'est pas applicable. Par exemple, si je vous demande de comparer 4 avec 3, c'est facile, on a appris que 4 était plus grand que 3, donc on va dire automatiquement 4 est plus grand que 3. En revanche, si on a un quart et un tiers, il faut être capable de dire « Ah, là on est dans une situation piège particulière, c'est une situation où mes automatismes ne marchent pas, et donc je dois inverser la règle. » Et donc un quart est plus petit qu'un tiers. Tout comme là, on sait que 453 est plus petit que 6, donc ça les enfants le savent en primaire, mais quand on va apprendre les nombres décimaux, il faut qu'ils identifient ces situations pièges en disant « Ah, là je suis après la virgule, donc dans ce cas-là, je dois résister à la capacité, au fait de dire que 453 est plus grand que 6 pour dire 3,453 est plus petit que 3,6. En grammaire, c'est la même chose. Souvent, on donne une règle en disant après le les, tu mets un pluriel. Et puis la règle, des fois, elle se simplifie en disant bon, après les, tu mets un S. Ça marche très souvent, ça va très vite, c'est très efficace. Si ce n'est qu'il y a des situations où ça ne marche pas. Par exemple, dans le jeu les mange, il faut identifier qu'on est dans une situation dans laquelle cet automatisme ne marche pas. Donc, on doit résister à cet automatisme pour activer notre règle, qui serait une règle de grammaire analytique, pour essayer de dire, ben voilà, les, c'est le COD, et donc j'accordais le verbe avec le sujet, donc je ne mets pas de S à mange. Donc ça, on a plein de travaux laboratoires qui montrent que cette capacité de résistance cognitive, elle joue un rôle fondamental dans les apprentissages. Alors, comment on fait pour évaluer, ça c'est juste pour vous montrer comment on travaille au labo, comment on fait pour évaluer la résistance cognitive au laboratoire. On ne donne pas des chamallows à nos élèves. On va faire un petit test pour vous montrer comment ça marche, ces tests. Donc la tâche, elle est très simple. Vous allez devoir
identifier les différentes couleurs qui sont indiquées. Donc, vous allez partir en haut à gauche, hein, et comme si vous lisiez. Donc là, c'est vert, rouge, bleu, vert, jaune, et ainsi de suite. Donc, j'ai mesuré le temps que vous allez mettre pour faire cette tâche, et puis je vais vous faire une petite tâche à faire. Attendez, je prends mon chronomètre, et au top départ, vous commencez à regarder les couleurs. Top. Et dites à voix haute. Alors attendez, on recommence, je n'ai pas donné la bonne instruction. Vous lisez à voix haute, et comme ça, moi, j'aurai une idée de quand, en moyenne, vous aurez terminé. D'accord? Donc, dites à voix haute les différentes couleurs à mon top départ. Top. Bon, on va dire à peu près 32 secondes. Ça va fallu 32 secondes pour faire cette tâche. Je vais vous montrer une deuxième tâche qui est un peu plus compliquée. Là, vous devez indiquer la couleur de l'encre, mais ce qui va vous compliquer la tâche, c'est que l'encre n'est pas congruente avec le mot qui est écrit derrière. Donc, par exemple, ici, vous allez devoir dire rouge. Attendez. Que je calcule. Donc, à mon top départ, vous donnez la couleur de l'encre. Pas le mot, hein, la couleur de l'encre. Vous allez voir, c'est un peu plus difficile. Top. Bon, on va dire à peu près, tout à l'heure c'était 32 secondes, là c'est 42 secondes. Donc si on fait le calcul, il y a 50 items, donc on avait 10 secondes de décalage pour 50 items, ça fait 0,2, ça fait 200 millisecondes. C'est-à-dire que par item, par petite tâche à faire, vous me prenez chaque fois 200 millisecondes de plus dans cette situation-là que dans la situation avant. Pourquoi? Parce que là, vous devez inhiber, vous devez résister à la tentation de lire le mot pour pouvoir identifier la couleur de l'encre. Bon, 200 millisecondes, j'ai fait la tâche il n'y a pas trop longtemps avec des ados, on était à peu près dans les mêmes mesures. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... voilà. Mais ça vous montre quoi? Ça vous montre qu'on peut mesurer de manière fine ses capacités de contrôle, de résistance cognitive, et on va pouvoir ensuite le mettre en regard avec d'autres facteurs. Alors, cette résistance cognitive, elle se développe avec l'âge, notamment savoir, ça c'est les capacités qui se développent beaucoup à partir de 7-8 ans, l'âge de raison, on a des capacités de contrôle, c'est pas complètement un hasard si c'est 7-8 ans l'âge de raison. 7-8 ans, c'est l'âge à partir duquel le cortex préfrontal commence à beaucoup se développer. Donc il y a à voir entre le développement du cortex préfrontal, l'avant du cerveau, ses capacités de contrôle et l'anatomie de cette région. Alors la question qu'on a voulu savoir, c'est est-ce qu'il y a un lien entre l'anatomie de notre cerveau et notamment cette région ici que l'on sait d'autres études, qui est très impliquée dans le contrôle cognitif. Alors comment on a fait pour mesurer ça? On a étudié des enfants très jeunes, de 5 ans. On n'a pas fait la tâche de lecture parce qu'ils ne savaient pas lire, mais on a fait une tâche assez similaire, où là, on demande à l'enfant de reconnaître l'animal, le corps de l'animal. Donc dans cette situation, c'est facile, c'est un canard avec un corps de canard, donc on va dire le canard. Mais on a des situations où la tête ne correspond pas au corps, et un petit peu comme vous tout à l'heure, quand vous deviez reconnaître l'encre sans lire automatiquement, là, l'enfant, le jeune enfant, lui, se base très souvent sur la tête de l'animal pour reconnaître l'animal, donc il va devoir inhiber, résister à la reconnaissance de la tête de l'animal pour dire c'est un canard. Et si on calcule le temps pris pour faire les deux tâches, eh bien, on a une mesure, on dit de Stroop, c'est une mesure de résistance cognitive. Et qu'est-ce qu'on a observé chez ces enfants de 5 ans? Eh bien, les enfants qui n'ont pas le même motif dans les deux hémisphères prennent moins de temps, c'est-à-dire qu'ils ont un meilleur contrôle en moyenne que ceux qui ont le même motif, c'est-à-dire soit un double parallèle dans les deux hémisphères, soit un type simple dans les deux hémisphères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différences de contrôle
s'explique par les différences au niveau de l'anatomie du cerveau qui sont déterminées très tôt durant le développement. Alors, ça ne veut pas dire que tout est joué d'avance. C'est-à-dire que là, on voit, c'est des résultats au niveau du groupe. En moyenne, il faut moins de temps, on est on a meilleur contrôle, meilleure résistance cognitive quand on a un motif asymétrique par rapport à un motif symétrique. Mais si on regarde au niveau individuel, on voit qu'on a des sujets qui sont asymétriques et qui vont avoir une moins bonne résistance cognitive que des sujets avec un motif symétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces études-là, elles permettent d'étudier des mécanismes et qu'un des mécanismes qui est impliqué, un des facteurs qui est impliqué dans la résistance cognitive, c'est la manière dont le cerveau se structure. Il y a d'autres facteurs, vous verrez tout à l'heure, par exemple l'environnement socio-économique ou d'autres facteurs peuvent jouer. Ce que ça veut dire aussi, c'est que là, c'est une étude sur cette dimension cognitive. Ce qui est très possible, c'est que pour un autre domaine cognitif, ça soit l'inverse. Par exemple, on sait que quand on a une très bonne résistance cognitive, souvent on est plus sensible au stress. La nature, elle est bien faite. Si la configuration symétrique, elle était délétère d'un point de vue évolutionniste, ça aurait disparu. Comme c'est encore là, c'est-à-dire que c'est un intérêt. Et l'un de ces intérêts, c'est que souvent, quand on a une moins bonne résistance cognitive, on a une meilleure résistance au stress. Ça veut dire qu'en fonction de la situation, de l'environnement dans lequel on est, imaginez que vous êtes dans une période de paix, sans stress particulier, ben dans ce cas-là, c'est bien d'avoir une bonne résistance cognitive, ça a un intérêt au niveau cognitif. En revanche, si vous êtes en période de guerre, en période qui est très stressante, eh bien vous allez être plus sensible au stress si vous avez un motif asymétrique et moins sensible si vous avez un motif symétrique. Donc la nature est bien faite, même si ce résultat-là, on peut se dire ah ben j'espère que moi je suis asymétrique, c'est pas si simple que ça. Voilà, c'est juste pour vous dire que ce genre d'études permet de comprendre les mécanismes et après on verra ce qu'on peut faire de ces mécanismes. Alors ces enfants, on les a suivis pendant 5 ans. À 5 ans, on leur a fait passer la tâche standard de Stroop que vous avez passée et on observe exactement la même chose. C'est-à-dire que les enfants qui étaient asymétriques ont toujours un meilleur contrôle que les enfants symétriques. En revanche, ça fonctionnait ça que pour la résistance cognitive. On a regardé plein d'autres dimensions cognitives. La différence de plissement dans cette région-là du cerveau n'expliquait pas d'autres domaines. Donc voilà, c'est pour vous dire, le développement précoce du cerveau a des effets à long terme. Après, il y a tout ce qui est plasticité, tout ce qui est apprentissage, et c'est la question qu'on s'est posée. On s'est dit, bon d'accord, est-ce que c'est pas un peu problématique? Est-ce que une fois qu'on a ces contraintes précoces, est-ce qu'on peut quand même, est-ce qu'il peut y avoir des interférences? Est-ce que l'entraînement, l'environnement peut changer ces contraintes? Alors, la première méthode pour répondre, c'était d'étudier des sujets qui entraînent beaucoup leur résistance cognitive. Ces sujets, c'est des sujets bilingues. Pourquoi? Parce que quand vous passez d'une langue à l'autre, vous êtes obligé de résister à parler une langue pour parler l'autre. Et donc, continuellement, les sujets bilingues passent d'une langue à l'autre et continuellement entraînent leur résistance cognitive. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est de se dire, ces sujets qui sont bilingues, qui entraînent tous les jours depuis qu'ils sont petits leur résistance cognitive, est-ce que chez eux, l'anatomie de cette partie du cerveau aura le même impact sur leur résistance cognitive? Alors, qu'est-ce qu'on a observé? Chez les sujets qui sont en orange, là, c'est des monolingues, et bien on retrouve le même résultat qu'auparavant, c'est-à-dire quand on a un motif asymétrique, on a une meilleure résistance cognitive. On a répliqué le résultat, on était content. Mais ce qu'on a observé à l'inverse, c'est que chez les bilingues, c'était inversé. C'est-à-dire le fait d'avoir un motif symétrique était associé à de meilleures capacités de contrôle que quand on était asymétrique. On ne s'attendait pas forcément à ce résultat. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces contraintes précoces, elles peuvent être modulées par l'environnement. C'est-à-dire que nos comportements sont déterminés par plusieurs facteurs. Un des facteurs, c'est la construction du cerveau in utero, mais d'autres facteurs, c'est bien sûr ce qui se passe après la naissance. Et donc là, ce genre de résultat montre que ce qui se passe après la naissance a bien sûr un rôle fondamental. C'est pas une vision fixiste, déterministe. Il y a toujours des possibilités de progrès. Là, ça permet d'identifier différents facteurs. Ça veut dire quoi? Alors, je vais vous donner un autre exemple sur la lecture, et puis après, on va voir comment on peut utiliser ces résultats pour l'apprentissage. Pour la lecture, on sait qu'il y a une région qui joue un rôle très important. Cette région ici, là, s'appelle l'aire visuelle des mots. C'est une petite région dans la partie inférieure du cerveau. Donc là, vous voyez le cerveau de dessous. Cette région-là,
elle s'active quand vous lisez des mots. C'est une région qui est spécialisée dans la reconnaissance des mots. Vous avez à côté une région qui est spécialisée dans la reconnaissance des objets, à côté une région impliquée dans la reconnaissance des visages ou des bâtiments, mais ici, c'est une petite région qui est impliquée dans la reconnaissance des mots. Cette région, elle peut avoir deux plissements différents, soit un plissement continu, soit un plissement interrompu. Et ce qu'on a observé, c'est que c'était chez des enfants de 5 ans, toujours les mêmes. Ceux qui ont un sillon qui est interrompu décryptent plus facilement. Je reprends la pièce de théâtre hier soir, je ne sais pas si vous étiez à la pièce de théâtre, il y a une différence importante entre décrypter et lire. Donc là, on s'intéressait au décryptage. Les enfants qui ont un sillon interrompu, donc ici, lisent mieux, un meilleur décryptage que les enfants qui ont un sillon continu. On a fait la même étude chez les adultes, on retrouve la même chose. Chez les adultes, si vous avez un sillon continu, vous lirez moins de mots en un temps donné, des moins bonnes capacités de décryptage que des sujets qui ont un sillon interrompu. Alors pourquoi? Alors déjà, un point important, c'est que quand on regarde d'autres facteurs qui jouent un rôle important dans la lecture, on sait que l'environnement socio-économique joue un rôle très important dans l'apprentissage de la lecture. Et bien, ce que l'on voit, c'est que le plissement du cerveau explique à peu près 5% de ses capacités de lecture, le niveau socio-économique 60%. Donc il n'y a pas photo. Si on veut agir sur la lecture, il faut agir sur le niveau socio-économique, on peut agir aussi sur la méthode de lecture. Le plissement, il ne joue pas un rôle très important, mais d'un point de vue scientifique, c'est important de savoir que le développement fœtal joue un rôle important. Pourquoi c'est important ça? Parce que ça veut dire que déjà, ça peut guider des politiques de santé publique. La grossesse pour la maman, c'est une période particulière de la vie qu'il faut préserver autant que possible. Préserver des toxiques, préserver du stress, préserver d'une bonne alimentation, d'un bon environnement. Et donc ces résultats montrent ça. J'ai des résultats très récents que je ne vous montre pas parce que il faut que je les confirme avant, où on a essayé de savoir si le fait d'avoir un sillon continu ou interrompu avait un impact sur l'apprentissage de la lecture. Et ce qu'on a fait, c'est que des collègues de Montréal, on a comparé deux méthodes de lecture, la lecture syllabique et la lecture globale. On sait que la lecture globale est associée à un moins bon apprentissage de la lecture. Et ce qu'on a observé, c'est que chez les enfants qui ont un sillon interrompu, on ne voit pas de différence entre les deux méthodes. On ait une méthode ou l'autre, les enfants apprennent de la même manière. En revanche, les enfants qui ont un sillon continu, on peut dire une sorte de petite vulnérabilité ou fragilité dans cette région-là, eh bien, la méthode de lecture va avoir un impact majeur. Et on voit des grandes différences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on compare des interventions, par exemple pédagogiques, c'est important de savoir qu'il y a des sous-groupes dans les participants, parce que la présence de sous-groupes peut avoir un impact très important sur l'évaluation de ces pédagogies. Et donc là, le fait de savoir qu'on a deux sous-groupes de sujets, avec un sillon continu ou interrompu, ça permet de prendre en compte ce facteur et de voir que, eh bien, peut-être pour les sujets qui ont ce type de sillon, on va prendre une pédagogie, et pour les sujets qui ont un autre type de sillon, on peut prendre une autre pédagogie. C'est l'idée d'une éducation individualisée, c'est l'idée d'une éducation qui prend en compte le fait qu'on n'est pas tous pareils. C'est pas que certains sont mieux que d'autres, c'est juste qu'on n'est pas tous pareils et qu'on a des fois besoin d'avoir une éducation différente. Alors la mise en œuvre, c'est une autre histoire, mais en tout cas, c'est important de le savoir. Il me reste combien de temps? Tu as combien de temps? C'est bon? Alors, juste un autre résultat très fondamental, ce qu'on a trouvé, c'est que la taille de cette interruption, plus la taille de cette interruption était grande, meilleures étaient les capacités de lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Une interprétation, c'est que le fait d'avoir un sillon interrompu fait que vous allez avoir plus de possibilités pour le cerveau d'être plastique. C'est-à-dire que le cerveau va pouvoir agrandir, va pouvoir jouer sur cette interruption, va pouvoir mettre plus de matière blanche, il va passer en dessous, plus de matière grise. C'est-à-dire que localement, le cerveau pourrait être plus plastique. Et être plus plastique, c'est-à-dire qu'il pourra peut-être mieux s'ajuster aux demandes de l'environnement. C'est une hypothèse sur laquelle on travaille actuellement. Mais ce genre de travaux, vous voyez, on est parti au début sur une observation, on a des formes de cerveau différents. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'en biologie, souvent quand on a un organe avec une forme différente, il fonctionne un peu différemment. Qu'en est-il pour le cerveau? Ah ben c'est pareil, le cerveau a beau ne pas être un muscle, quand il a une forme différente, il va fonctionner de manière différente. On a vu que ça va avoir avec le développement précoce,
que c'était un petit peu la partie immergée de l'iceberg, ce qui était important, c'était en dessous, comment les différentes régions fonctionnaient entre elles. Et là, d'avoir ce genre d'études, ça nous montre que on arrive à relier des contraintes précoces avec des contraintes plus tardives de plasticité en fonction de la manière dont nos sillons, comment nos plissements sont organisés. Eh bien, ça va donner de la plasticité dans certains endroits plutôt que d'autres. Ce qui explique aussi pourquoi on est tous différents et pourquoi certaines personnes vont être plus compétentes dans certains domaines alors que d'autres vont être plus compétents dans d'autres. Alors, est-ce qu'on peut traduire ces résultats d'imagerie, ces résultats des sciences cognitives à l'école? C'est ce qu'on essaie de faire au laboratoire. On travaille avec les écoles, avec les collèges, les lycées, même l'université, pour voir comment ces connaissances, alors celles-là, mais bien d'autres, il y en a beaucoup d'autres, on peut les traduire de manière utile dans la pédagogie. Alors ça, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, vous avez bien compris, c'est de comprendre les mécanismes après les enseignants, nos collègues. Émilie, par exemple, sont des spécialistes de la pédagogie et c'est à eux de se saisir des résultats. Nous, on peut avoir, en tant que chercheur, un rôle de transmettre aussi ces résultats, d'essayer de les traduire pour que ça soit compréhensible et utile. Et ensuite, c'est aux collègues enseignants de traduire ça dans leur pratique. C'est ce que fait Jean-Yves Berthier avec les coniclasses. Donc, il y a toute une chaîne entre le chercheur qui a les connaissances fondamentales, l'enseignant sur le terrain, et puis des passeurs qui vont faire passer ces connaissances. Donc là, je vous donne des exemples pour l'éducation, la pédagogie. Il y a bien sûr les mêmes exemples en psychiatrie, en médecine, mais ça, c'est beaucoup plus connu. Vous savez très bien qu'il y a de la recherche en médecine. Par contre, la recherche en éducation qui s'appuie sur les sciences cognitives, c'est quelque chose d'un peu plus récent. Alors, je vais vous présenter un projet, j'ai allé vite, qu'on est en train de faire actuellement, qui est de savoir est-ce qu'on peut entraîner cette résistance cognitive. Donc ça, c'est tout ce genre de projet, c'est très lourd, vous voyez, on est beaucoup, parce que obtenir les données en IRM, analyser ces données, recruter les participants, ça prend beaucoup de temps, et donc c'est des gros projets, c'est un petit peu comme les gros projets de recherche en astronomie, les projets de recherche maintenant en psychologie, en neurosciences d'apprentissage, ça implique des grosses équipes. Là, vous avez une partie de l'équipe qui est impliquée dans ce projet. Alors, on a fait cette étude comme si c'était une étude clinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tester une intervention, je vous dirai après l'intervention qu'on fait. On va voir la personne avant l'intervention, après l'intervention. On va regarder en imagerie l'anatomie, le fonctionnement de son cerveau, plein de tests cognitifs. Et puis après l'entraînement, on fait exactement les mêmes évaluations. Puis on va regarder est-ce qu'il y a des choses qui bougent dans le cerveau, la plasticité. Est-ce qu'il y a des domaines cognitifs qui progressent ou pas? C'est l'apprentissage. Et puis, est-ce qu'il y a des profils qui font que telle intervention va mieux marcher chez certains, alors que d'autres interventions vont mieux marcher chez d'autres? Donc, le design, c'est ça. C'est vraiment comme un design en clinique. On a mis en place des entraînements sur tablette tactile. Donc, c'est des petits jeux qu'on a développés. Les sujets doivent faire une fois par jour, 15 minutes par jour, 5 jours par semaine, donc pendant 5 semaines, ces entraînements sur tablette tactile. C'est des petits jeux qui ne sont pas très rigolos, mais dont on sait qu'ils vont solliciter cette résistance cognitive. Et la question qu'on se pose, c'est, on sait que les sujets vont devenir de plus en plus forts au jeu qu'ils font. La question que l'on se pose, c'est est-ce que ça va se transférer à d'autres domaines, en particulier scolaires? Et ça, c'est une question très ouverte en sciences. On sait que quand on fait des jeux, on devient meilleur au jeu. Savoir si ça a un impact positif pour l'apprentissage, ça c'est une autre question. Donc là, on essaie vraiment de poser la question de manière ouverte. Peut-être qu'on aura des résultats positifs, peut-être qu'on aura des résultats négatifs, mais en tout cas, on met en place tout le protocole, tout le paradigme pour tester ça de manière rigoureuse. Et donc, on a testé 3 apprentissages. Un entraînement donc à la résistance cognitive, on dit le contrôle inhibiteur. Un entraînement au QI, ça c'est juste des questions de culture générale qui deviennent de plus en plus difficiles. Et donc, la personne, donc, soit des enfants, soit des ados, s'entraînent tous les jours. Soit la méditation pleine conscience. Pourquoi? Parce que l'on sait que ce type d'activité a un effet positif sur le contrôle de soi. Et donc, on a différents types d'acquisitions. Alors, notamment, on a de la génétique. Pourquoi de la génétique? Parce qu'on va avoir une vision très globale de l'apprentissage. C'est-à-dire l'apprentissage, c'est bien sûr l'environnement. L'enseignant joue un rôle fondamental. L'interaction entre l'enseignant et l'élève, ça joue un rôle fondamental.
Les méthodes pédagogiques jouent un rôle fondamental aussi. Si on a un bon enseignant qui utilise une mauvaise méthode, ça ne marchera pas. Ça marchera mieux que si on a un mauvais enseignant avec une mauvaise méthode, mais le mieux c'est d'avoir le bon enseignant qui a des bonnes interactions avec les élèves, avec la bonne méthode, mais aussi l'environnement scolaire. S'il y a du harcèlement scolaire, ça va impacter les apprentissages. Et la vie à la maison aussi, si vous êtes dans une vie de famille où tout va bien, famille ricorée pour reprendre comme hier, ça marchera bien. Par contre, s'il y a de la violence et des traumas à la maison, ça va impacter l'apprentissage. Donc il faut prendre en compte les facteurs environnementaux qu'il faut intégrer dans une vision très globale avec les différents niveaux du vivant. Notre cerveau, il est construit par un programme génétique, donc il faut prendre en compte les gènes. Ça n'explique pas tout, mais ça participe à la construction du cerveau. Ces gènes vont fabriquer tout le mécanisme du cerveau, notamment ces réseaux de neurones qui vont avoir un impact sur la cognition. Et donc, il n'y a pas un niveau qui est plus important qu'un autre. Il n'y a pas les interactions interpersonnelles entre l'enseignant et l'élève sont importantes, mais la méthode qu'on utilise est très importante et l'environnement scolaire est très important et les profils génétiques sont importants et les réseaux cérébraux aussi. Donc c'est vraiment, il faut prendre tous les facteurs en même temps et il n'y a pas un niveau qui est plus pertinent qu'un autre. Si on veut être honnête, il faut vraiment intégrer tous les niveaux. C'est un gros travail, c'est compliqué. On peut être plus ou moins sensible à un niveau. Moi, c'est le niveau cérébral qui m'intéresse, donc je suis expert dans ce domaine, mais je suis bien conscient qu'il y a d'autres niveaux qu'il faut prendre en compte et on travaille de manière interdisciplinaire avec tous les collègues, les psychologues, les biologistes, les sociologues, les enseignants, les sciences de l'éduc, pour que tout le monde travaille ensemble pour avoir la vision la plus cohérente possible. Bon, là, on m'indique qu'il faut que j'aille vite, donc c'est juste pour vous montrer comment on fait. Donc là, c'est quand on intervient dans les classes pour présenter ça, soit aux enfants, soit aux ados sur le projet, comment fonctionne le cerveau. Ça, c'est des enfants qui vont dans l'IRM, ils sont très contents, très fiers d'avoir leur image de cerveau, d'avoir participé à cette aventure. On les prépare à l'école, quand c'est des enfants, on va dans les écoles, on leur entraîne à rester sans bouger dans une sorte de faux IRM. On les prépare très bien dans l'IRM. Ensuite, on les prépare au labo. On leur dit, par exemple, voilà, tu vas avoir une antenne pour mesurer l'anatomie, le fonctionnement de ton cerveau. Une antenne, c'est un petit peu comme un casque de chevalier, donc ils se prennent pour des chevaliers. Après, on leur entraîne à répondre aux questions auxquelles ils vont devoir répondre dans l'IRM sans regarder les réponses. Quand on est dans l'IRM, on est allongé, on ne voit pas ses doigts, donc on les entraîne. Pour les enfants, c'est à peu près 1 ou 2 heures à l'école et 1 ou 2 heures au labo. Donc c'est long, c'est chronophage, mais c'est grâce à ça qu'on a des enfants qui veulent participer, qui sont contents et qui veulent revenir pour faire la suite des études. Là, le suivi longitudinal à 5 ans, c'est que les enfants étaient contents. On ne les a pas forcés. L'éthique nous impose de leur demander vraiment l'accord et ils étaient très contents de revenir. Donc quand on s'en occupe bien, ils sont très contents de participer et ils sont très fiers aussi de participer à ce genre d'études. Alors, quelques résultats juste rapidement, c'est pour faire très sérieux, c'est graphique. C'était pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quand on fait un entraînement, on a comparé là soit l'entraînement à la résistance cognitive, soit à l'entraînement contrôle, placebo, un petit peu celui où on entraîne le QI. Et bien ce qu'on observe, c'est que l'entraînement à la résistance cognitive fait que le fonctionnement de notre cerveau va changer et le fonctionnement de base, c'est-à-dire pas uniquement le fonctionnement quand on fait une tâche cognitive, pas forcément quand on est engagé, mais uniquement le fonctionnement de base, le métabolisme de base, la manière dont le cerveau fonctionne au repos. Ce fonctionnement-là va changer dans des régions qui sont très importantes pour cette résistance cognitive. Donc, ces entraînements ont un effet sur le cerveau. Un effet, donc là je ne vais pas entrer dans les détails au niveau de l'anatomie, c'est-à-dire j'ai dit le cerveau il bouge beaucoup, il est plastique. Là ce que l'on montre c'est qu'en fonction de l'âge, on avait des enfants de 10-11 ans et des adolescents de 16-17 ans, des garçons, des filles, on observe des changements, mais en fonction et de l'âge et du genre, les changements vont aller dans différentes directions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que qu'on entend des fois dans la presse grand public et de dire si on s'entraîne, le cerveau est plastique, c'est simple, on va entraîner telle région. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on essaie d'ouvrir la boîte pour comprendre ce qu'il y a dessous. Et en fonction de l'âge que l'on a, en fonction de l'âge de notre cerveau, parce qu'on peut avoir 12 ans, mais être un cerveau qui est plus ou moins développé, eh bien l'apprentissage ne va pas avoir le même effet. Donc là, c'est ce qu'on a trouvé. Et puis ces derniers résultats, on a regardé aussi les fibres de matière blanche, c'est-à-dire comment les différentes régions du cerveau étaient connectées. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on avait certaines régions dont ces fibres de matière blanche étaient modifiées.
Pour résumer ce qu'on a observé, parce que c'est un petit peu technique, avant l'apprentissage, le cerveau, c'est un petit peu la France au début du XXe siècle avec ses réseaux ferrés, c'est-à-dire plein de petites voies ferrées avec des petits trains qui ne vont pas très vite, qui desservent toutes les communes de France. Et après l'apprentissage, c'est un petit peu l'avantage des voies ferrées actuelles, c'est-à-dire des voies qui vont très vite de TGV et beaucoup moins de petites voies locales. C'est un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les lagages synaptiques à l'adolescence. Là, on a rendu le cerveau plus efficient avec une information qui va mieux circuler dans les régions qui sont sollicitées pour la résistance cognitive. Alors pour terminer, c'est ma dernière diapo. Ce que je vais vous dire pour l'éducation, c'est vrai pour la médecine, pour la psychiatrie. On a besoin d'avoir toutes les disciplines, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on veut comprendre le cerveau, les neurosciences, la psychologie, la sociologie, la linguistique, la didactique, avec des va-et-vient entre le laboratoire et l'école. Ça doit aller dans les deux sens, c'est-à-dire que si je vais voir mes collègues enseignants en disant « je sais comment fonctionne le cerveau, il faut que vous fassiez ça, ce que vous faisiez jusqu'à présent, c'est n'importe quoi, c'est votre faute si les enfants apprennent mal, appliquez ce qu'on trouve dans les laboratoires, ça ne marche pas. » Pourquoi? Parce que c'est faux. On a besoin d'avoir l'expertise de nos collègues enseignants qui nous font remonter leurs questions, qu'on va traduire nous en projet de recherche. On essaye de travailler avec eux comme ça, main dans la main, gagnant-gagnant, pour essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne pour, au final, avoir une éducation qui soit la mieux à même à réduire les inégalités, qui est quand même une des grandes faiblesses du système éducatif français, qui amplifie les inégalités socio-économiques plutôt que de les limiter. Donc ça marche pour l'éducation, ça marche aussi pour la santé mentale. Je pourrais tenir exactement le même discours. Il faut qu'on travaille tous ensemble et j'espère que je vous ai convaincu. Merci. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation très très dense. Alors pour ceux qui étaient déjà là ce matin, je pense qu'en surcharge cognitive ça va être pas mal, hein, ce soir vous allez bien dormir. On a un petit temps si vous le souhaitez pour des questions, si oui. tu veux bien. N'hésitez pas, oui. Oui, vous avez peut-être parlé de la prématurité, je ne sais pas, donc si c'était le cas, est-ce que vous pouvez redire? Sinon, parler de l'impact de la prématurité sur le développement. Alors, vous avez parlé du corps calleux tout à l'heure, la résistance cognitive, et est-ce que c'est compensable par l'apprentissage? Oui. S'il y a des impacts forts. Effectivement, la prématurité, comme tous les facteurs très précoces sur le développement, a un impact sur les apprentissages. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si la prématurité est très grande, on peut, via les mécanismes de plasticité cérébrale, compenser ces difficultés du départ. Par exemple, il y a une étude qui est sortie il y a une semaine ou deux dans un grand journal, c'était dans Science, une collègue en Suisse, Petra Huppi, qui développe des méthodes de stimulation cognitive à partir de la musique. Pourquoi la musique? Parce que la musique, c'est un stimulus qui est très riche, qui stimule beaucoup le cerveau. Et ce qu'elle montre, c'est que chez des grands prématurés, donc c'est vraiment des très grands prématurés, le fait de leur faire écouter de la musique, donc c'est un essai contrôlé très, très rigoureux, permet de compenser en forte partie les déficits qui sont associés normalement à la prématurité. Donc oui, là je vous ai parlé beaucoup des aspects qui ne bougent pas dans le cerveau, des contraintes précoces, mais on a aussi tous les paramètres, mécanismes neuroplastiques qui permettent au cerveau de s'ajuster. Par exemple, si un enfant a une tumeur dans une région du cerveau, cette tumeur va empêcher le bon fonctionnement de cette partie du cerveau. Ce que l'on sait, c'est que quand on retire la tumeur et qu'on regarde le cerveau 6 mois ou 1 an après, eh bien, le cerveau s'est réorganisé. Et par exemple, si c'est dans une région du langage, l'enfant peut perdre le langage, on retire la tumeur, et 1 an après, le langage réapparaît, ou apparaît, s'il n'était jamais apparu, apparaît de l'autre côté du cerveau, c'est-à-dire dans la région homologue, c'est-à-dire que le cerveau est capable de très grande plasticité et de s'ajuster. Peut-être juste un commentaire sur l'aspect plastique. Le fait de savoir que le cerveau est plastique, ça a un rôle très important
pour les enfants qui apprennent, pour les enseignants, il y a plusieurs études, ça c'est des données qui sont très, très solides, qui montrent que si on dit à un enfant, ton cerveau est plastique, tu peux progresser, même si là tu n'arrives pas, ton cerveau peut se transformer, tu vas progresser, eh bien il va progresser beaucoup mieux que si l'enfant est persuadé que son cerveau est fixe et qu'il est comme il est et qu'il ne bougera pas. Ça marche pour les enfants, ça marche pour les élèves, ça marche aussi pour les enseignants. Il y a plusieurs études, une étude qui est parue là il y a quelques semaines aux États-Unis à l'université où on demande aux enseignants quelle est leur vision du cerveau. Et ce que l'on observe, c'est que les enseignants qui ont une vision fixiste du cerveau, leurs élèves ont des moins bonnes notes que les enseignants qui ont une vision plastique. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, s'ils ont un élève en difficulté, ils disent, je peux faire quelque chose, je peux agir, et au final, ça va marcher. Si on pense que le cerveau ne bouge pas, on se dit, bon, bah, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il restera médiocre, c'est son problème. Moi, j'ai une question par rapport au cerveau. Tout à l'heure, vous avez montré de personnes souffrant de schizophrénie. Donc, il y a la zone de Broca qui ne communique pas, je crois, correctement avec une autre zone dont j'ai oublié le nom. Merci. Oui. Et donc, est-ce que l'entraînement, est-ce qu'il y a une amélioration possible physiologique? Alors, il y a différentes méthodes d'intervention. On peut, c'est pas parce que c'est le cerveau que la psychothérapie ne marche pas. C'est un autre. On peut décrire une anomalie au niveau cérébral, mais intervenir au niveau cognitif ou psychologique. Donc, on peut avoir, il y a des thérapies qui sont psychologiques pour, par exemple, entraîner sur la conscience de soi. On a des interventions pharmaco, donc avec certaines molécules, sachant que dans le cerveau, on a un fonctionnement chimique. Là, je vous ai parlé beaucoup de fonctionnement électrique avec les fibres de matière blanche, mais il y a un autre système de communication dans le cerveau qui est chimique. Et ce qu'on observe là, c'est aussi, ça peut être aussi dû à des difficultés, enfin des problèmes au niveau de la chimie du cerveau. Donc en donnant des médicaments, on peut aider aussi la communication dans ces régions-là du cerveau. Et puis il y a d'autres méthodes qui sont testées actuellement, par exemple la stimulation magnétique transcrânienne, où on va stimuler localement l'activité électrique du cerveau dans une région particulière. Par exemple, on peut stimuler la partie arrière, là, Broca. Et ce que l'on montre, c'est qu'en stimulant, donc c'est avec un champ magnétique, cette région-là du cerveau, elle va fonctionner, elle va se remettre à mieux fonctionner et les hallucinations diminuent. Donc il y a vraiment toute une panoplie de traitements. Et le point qui est vraiment important, c'est qu'on peut avoir une description à un niveau donné et une intervention à un autre niveau. À l'inverse, on peut avoir par exemple une anomalie, un trouble au niveau cognitif qu'on peut traiter au niveau pharmaco ou au niveau, par exemple, de neurostimulation. Il faut bien dissocier le niveau de description et le niveau d'intervention et ça peut être échangé. Je crois qu'il y avait une question. Bonjour, je voulais avoir des précisions sur comment les modifications, par exemple, de l'alcool ou du cannabis, qui agissent surtout au niveau synaptique, peuvent avoir une influence sur les sillons. Alors, ça n'a pas d'influence sur les sillons. Alors, les sillons peuvent s'ouvrir un petit peu plus, mais les sillons sont très robustes à tous les mécanismes plastiques. Donc, après la naissance, si vous consommez de l'alcool ou du cannabis, ça n'aura pas d'impact sur les sillons. En revanche, avant la formation des sillons, donc là c'était sur l'alcool, l'exposition de quantité très importante d'alcool va interférer avec les mécanismes normaux de mise en place du cerveau. Et donc à ce moment-là, ça peut modifier les plissements. C'est-à-dire que l'alcool va altérer en fait les tissus cérébraux et empêcher le bon développement du cerveau. Et donc, alors à ce moment-là, il agit de deux façons, parce qu'il modifie le fonctionnement synaptique et il modifie aussi la... Oui, tout à fait. Et même là, on voit des exemples, c'est de l'alcoolisation fétale, donc c'est des grandes quantités d'alcool, et même des faibles quantités d'alcool ont des effets qui sont délétères. Il y a des résultats qui montrent qu'à une période donnée, même un verre de vin peut avoir un effet délétère. Donc c'est vraiment une information à avoir en tête. Que la vie fétale, il ne faut pas s'inquiéter non plus, parce qu'on a bu un verre pendant la grossesse, mais c'est quand même avoir des informations sur le risque. Et il y a
l'alcool, le cannabis, on ne peut pas le banaliser, surtout dans les périodes de vulnérabilité. Il y a des périodes particulières où il faut faire vraiment attention avec les toxiques. Mais donc quand on en parle aux adolescents, c'est surtout l'action synaptique à leur âge. On peut leur parler de tout. On peut leur parler aussi, ce qu'ils comprennent bien les ados, c'est si on leur dit que le fait de consommer du cannabis va avoir un impact sur leur QI. Ça c'est plus cognitif, hein. Et quand on leur dit fais attention parce qu'en fonction de l'âge auquel tu prends du cannabis, tu auras des effets plus ou moins pérennes, plus ou moins durables dans le temps, ça ils peuvent l'entendre. Et c'est pas parce que on considère que c'est une drogue douce que ça n'a pas d'effet sur le cerveau. Ça a un effet, et en particulier à l'adolescence, ça a des effets qui sont vraiment importants qu'on voit même en imagerie. La structure même du cerveau est impactée par le cannabis. Juste sur ce sujet, en ce moment à la médiathèque, enfin jusqu'à 17h aujourd'hui, donc l'exposition Le cerveau à tous les âges, il y aura un deuxième volet qu'on accueillera au collège à l'automne, pendant la fête de la science sur cerveau et addiction. Une exposition. Après, peut-être juste pour compléter sur l'addiction, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas tous, égaux devant les addictions, c'est-à-dire que certaines personnes vont... un peu de cannabis aura peu d'effet, alors que chez d'autres, un peu de cannabis aura un effet très délétère. Mais il y a une autre chose qui a à voir avec le contrôle résistance cognitive, c'est que résister à l'envie de tester du cannabis, surtout quand on est adolescent, où on essaye de faire comme ses pairs, comme les copains, les copines, être capable de dire non, pour certains, c'est plus difficile, justement parce que ça nécessite des capacités de résistance qui sont fortement mises à l'épreuve quand on est adolescent, où on sait que le groupe a un rôle très important. Donc, donner des informations peut-être objectives sur le cannabis, le fait de dire qu'on n'est pas tous égaux et que s'il y a des troubles psychiatriques dans la famille, il faut faire attention. Ça, je pense que c'est des messages qu'on peut donner. C'est bon ? Bien, mais écoutez, merci à tous.